Donc, pour revenir à l'Afrique. Voilà, c'est là ce qui nous intéresse. À quel moment t'as eu le déclic de dire, je vais redevenir africain? Tu vas être étonné de ce que je vais dire. J'ai jamais eu le déclic, en fait. Ok. Ça s'est passé comment? C'est, mon père est décédé. Tu vois, mon père est décédé. Et donc, en fait, comme tout le monde, toute la famille, on doit rentrer pour l'enterrer, etc. Ah, tu dis tout le monde, mais bon, on a eu cette discussion-là ici avec Ahmad de Bouscapé, et qui nous disait, moi, je vais être enterré en Afrique. Et je lui dis, tiens, j'entends ça de moins en moins, tu vois, que même la génération de nos parents, je commence à entendre des gens qui se font enterrer ici. Alors que pour moi, ça, c'était inconcevable, tu vois. Mais bon, non, mais parce que mon père, il venait du village, etc. Il avait toujours dit que même si je dois toujours être en Afrique, parce que mes parents, ils vont pas prendre l'avion pour... Non, c'est pas possible. Bien sûr. Donc c'était quelque chose que nous tous on savait déjà dans la famille, donc c'était clair. Ok. Donc alors on rentre. Et comme je dis, bon, moi je suis l'avant-dernier, je suis pas marié, pas d'attache, rien. Donc quand on rentre, l'enterrement est censé durer 1 semaine, un truc comme ça. Et comme il faut attendre X, Y, ça prend un peu plus de temps. Donc d'autres personnes doivent rentrer. Donc on finit l'enterrement et dit on va rentrer. Et comme ma mère était encore là, sur place, et bon vraiment c'était une vraie déprime, tu vois, une dépression. Il fallait que quelqu'un reste avec elle. Ok. Et on m'a choisi. On t'a désigné. Franchement, c'était une punition. Ah ouais? Dans ma tête, au départ. Je me suis dit, non, moi, j'ai des trucs à faire et tout ça, je dois rentrer, etc., etc. Mais bon, là, c'était quand même comme une circonstance différente. Et puis, je me dis, ah non, faut que je précise que je suis parti en 2017, quand même. J'ai fait 1 mois. Avant ça? Ouais, avant de partir pour le décès. Mais qu'est-ce qui t'avait motivé à partir 1 mois? 1 mois, c'est beaucoup, hein? Tu sais, 1 mois, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 mois, je suis resté dans la maison. Je suis même pas sorti faire des activités. Mais t'es parti pourquoi, alors? Mais tu sais comment ça s'est passé? Non, c'est pas une fierté, hein, faut pas faire ça. Mais en gros, c'est mes frères et tout le monde qui disent non mais ça fait longtemps, t'es jamais allé. À chaque fois tout le monde part, toi tu vas jamais. Toi tu restes qu'en France. Ça c'était pas ton problème. Non, moi c'était pas mon problème. Dans ma tête, c'est à l'Afrique, y a rien là-bas. Est-ce que je vais aller? Donc après, c'est mes frères et sœurs qui cotisent, ils prennent un billet, ils disent vas-y. Ok. Il faut au moins que tu connaisses. Tu viens. Donc j'arrive, pas content déjà. Ouais, c'était une punition. Ah ouais, c'était une punition. Mais je fais quand même 1 mois, tu vois. Et puis dans cette période, je suis avec mon père. Donc, pendant 1 mois, c'est ce qui me permet de voir un peu, il me présente un peu les trucs, il me dit bon, c'est là en fait que je connais vraiment un peu ce qu'il faisait ou ce qu'il y avait en fait en Afrique. Parce que lui, il avait toujours des petits business, des activités au pays? Non, en fait même pas, parce que bon, lui, il était déjà à la retraite. Mon père, c'est vieux, il était déjà à la retraite, mais il y a ce côté, il avait ce côté un peu, comme on appelle, on dit que au village on dit que c'était le grand baobab, c'était l'ancien, le vieux, donc il conseillait, il gérait, c'était le chef de famille quoi. Ok, d'accord. Donc il y avait toujours des trucs à gérer et puis c'est lui qui devait payer à gauche, à droite, tu vois, donc c'est lui qui avait un peu le mieux réussi dans la famille. Ok. Donc celui qui avait quitté le village, qui était parti faire des études, etc. Et donc ça veut dire que il montre un peu ce qu'il fait, ses amis, les personnes qu'il côtoie, etc. Et bon, j'en parle pourquoi? Parce que c'est important dans la suite de l'histoire. Ça m'a permis de rencontrer les bonnes personnes, en fait. Voilà, on va dire que il m'a montré vraiment les personnes en qui il comptait et les personnes qui étaient importantes pour lui. Et c'était à Brazza ou au village? À Brazza. Ok. À Brazza. Non, j'allais pas au village. Déjà à Brazza, c'était... Ça, c'était pour me tuer. Donc non, c'était à Brazza. Okay. Et donc, en fait, donc je finis les 1 mois, je rentre direct, et dans ma tête, je dis plus jamais je reviens. Je dis là, je mets une croix dessus. Dans l'avion, je me rappelle, l'avion d'école, je dis oh là là, libération. C'est marrant, parce que t'as pas eu ce truc de... je rentre et c'est comme Paul sur la route de Damas non. Et les écailles lui tombent des yeux, non. Bon, je sortais que avec une personne. Donc ça veut dire que je n'étais même pas là j'avais même pas l'envie de découvrir. Ouais, t'allais même pas dans les bars, les trucs. Non, ça m'intéressait même pas. Et donc après je reviens et je me dis plus jamais. Et donc milieu d'année 2018, donc mon père décède. Donc on rentre et donc on se passe comme donc maintenant je reste avec ma mère. Okay. Vu que je reste avec ma mère et là maintenant je dois l'accompagner un peu partout etc. Donc
bon, mes sœurs, ma belle famille, etc., d'autres qui sont déjà sur place et tout, ils me disent, non, mais faut que tu te découvres, faut que tu trucs, ne veux pas rester que à la maison et tout. Je dis, ça m'intéresse pas, etc. Mais il y a un ami de mon père que j'avais vu, en 2017. La première fois. Voilà. Qui vient et qui me dit que, non, écoute, je sais que t'as fait l'informatique, etc. Et dans les 1 mois, quand j'étais venu, je lui avais parlé de ce que je faisais. Il me dit, c'est bien, on a besoin de ça, etc. Et il me dit, écoute, moi, j'aimerais bien que tu puisses venir travailler avec moi. Ok. Parce que, en plus, tu restais longtemps en Europe, etc. Tu peux avoir des... Moi, je me dis, non, de base, je suis venu pour rester un peu avec maman. Je rentre. Après, je repars. Voilà. Il n'y a pas de projet là-bas. Je te dis, il me propose un contrat, CDI, tout tralala. Et bon, à l'époque, ce qu'il propose, c'est l'équivalent de, je crois, peut-être 500 000 francs CFA, tu vois. Ouais, ce qui fait pas énorme, 750 €. Ouais, mais quand je viens de parler de ça à tout le monde sur place en local, les gars me disent, mais c'est génial. En plus, c'est des trucs, bon, c'est une entreprise parétatique, donc ça veut dire qu'en plus, c'est avec l'État, etc. Tu commences à ça. Ça veut dire que dans 3-4 ans, tu seras... Réfléchis bien avant de refuser. On refuse pas comme ça, etc. Ok. Et cet ami de mon père, lui, qui connaissait la France et tout ça, parce que je lui dis, mais moi, si je suis en France, il me dit, oui, c'est vrai que ce qu'on te propose là, c'est pas comme en France, mais c'est très haut pour ici. Parce qu'il faut dire que le salaire moyen au Congo, il est de 60 000 francs CFA, donc à peu près 100 €. 100 €. Ouais. Donc quand on te propose 500 000, c'est un haut cadre. Et moi, je me dis, je lui dis, bon, écoute, on peut pas faire un CDD, au pire des cas. Ouais. Vu que je suis là sur place, etc. Et que les horaires, là, ils travaillent jusqu'à 14h, 13h. Ah ouais? Ouais, ça... Donc, je me dis, bon, ok, comme ça, je viens le matin, je travaille jusqu'à 14h, et puis je rentre, et puis bon, au moins, j'ai quelque chose. Sans un surplus, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, ok, CDD, je dis, ok. Mais quand je vais signer et que je signe, à la fin, je me rends compte que j'ai signé le CDI. Oh. Et moi, je leur dis, non, mais dans tous les cas, de toute façon, après, je démissionnerai, je veux pas rester. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Mais ta vie ici, t'en avais fait quoi? Mais elle était en pause. Footlocker, tout ça. Non, mais tout ça, c'était déjà fini. Ok. En gros, t'avais juste le resto. T'avais encore le resto de Gagny? Non. J'avais tout vendu. J'avais encore le resto de Gagny. Non, j'avais encore le resto de Gagny. Et j'avais encore mon appartement, des trucs comme ça. Donc, ça veut dire que il fallait que je libère, etc. Franchement, c'est ce que je dis. C'est que rien n'était prévu. Ok. Ça veut dire que je gérais à distance. Je demandais, tant que à mon frère et tout, voir ci, voir ça, etc. Mais au bout d'un moment, il faut quand même que tu rentres. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais pendant 1 an et demi, ça se passe comme ça et je rentre pas. Ah ouais. Exact. Donc pendant 1 an et demi, je reste sur place, sans bouger. Mais c'est beaucoup. C'est énorme. Quoi, je crois que, mais presque des fois, tu sais, je pense, je suis tellement en dépression, je crois même. Toi aussi. Mais attends, mais de base, tu fais 1 mois, 2, tu rentres. Ouais. 3 mois, tu fais des petits temps. Tout ça là même, c'est énorme. Parce qu'en général, nous, on reste 10, 15 jours, 3 semaines, tu vois. Imagine-toi. 1 an et demi. Mais t'étais contraint de rester? Bah oui, parce qu'il y avait personne qui restait avec ma mère. Ok, voilà, c'est ça. TG, tu vois. Donc, 1 an et demi, c'est justifié par le fait que tu te dis, faut que je reste avec la maman. Exactement. Okay, et même elle-même, tu vois, je le vois, etc. Ça allait pas, tu vois. Okay. Et puis comme elle est âgée, chaque matin, je faisais attention à ses médicaments, ce qu'elle prenait, etc. Donc vraiment là, j'étais, voilà, exactement. Donc au fond de moi, c'était pas un regret. Oui. Je me disais que c'est un sacrifice parce que bon, comme on est, voilà, avec nos parents, je me dis ok, je le fais pour ma mère. Ok, normal. Mais pendant ces 1 an et demi là, la cata. Ah non, la cata. Et t'as pas trouvé le bout du pays pendant cette année-là? En fait, j'ai réussi, justement, c'est là où j'ai justement, comme Paul, c'est là où j'ai commencé à apprécier. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est là où j'ai commencé à découvrir des bonnes choses. C'est là où j'ai vu plusieurs personnes qui rentraient de la diaspora. Ok. Et qui me disaient, ouais, mais c'est pas si fatal que ça. Et je rencontre des personnes, etc. Et je me dis, bon, en vrai, ça va, tu vois. Même s'il y a pas tout comme il le faut. Mais ça va. Et donc, en allant travailler, je commence à vivre réellement comme on va dire, un Congolais lambda, quoi. Rien, tu vois. Même si c'est vrai que ça sera pas exactement comme eux, mais je le vis, tu vois. Chaque matin, je vois comment ça se passe à l'intérieur. Et surtout que là où je suis embauché, c'est le ministère des Finances et du Budget du pays. Donc, ça veut dire que je suis en plein dans le système. Voilà. Plein dans le système. Donc, ça me permet de comprendre. Et donc, tous les jours, comme j'aime résoudre des problèmes, tous les jours, je vois des problématiques. Voilà, ça. Et je note. Ah. Ouais, je note. Et comme ton mental de start-upper là, occupé là. Et comme j'ai le côté de rien n'est impossible, tu vois. Donc, même quand j'en parle avec d'autres amis de la diaspora qui étaient rentrés, tout ça, etc.,
parce que j'avais un ami à moi qui était venu rester en vacances un mois et qu'après il est reparti. Il m'avait présenté d'autres personnes. Et donc, ces personnes me disent non, mais écoute, essaye de trouver un truc à faire en dehors même de ton travail qui va te stimuler, tu vois. Dans le sens où, tu sais, nous on a tous des petits business à gauche, à droite. Tu vois. Et donc je me dis, bon, moi le seul truc qui m'intéresse, que j'ai analysé, qui a un problème, puisque j'allais tous les matins au travail, c'est le transport. Okay. Je me dis, mais il y a un vrai problème dans ça. Transport en commun, tu voulais dire? Ouais, les transports. Je veux dire que ici, on va dire le Uber ou le taxi, le truc. C'est-à-dire que le transport, pour pouvoir y aller, c'était une problématique. Une problématique. Quelle était la problématique? Trouver des taxis? Exact. Trouver des taxis pas chers? En fait, ouais, non, trouver des taxis en fait, là où j'habitais. Parce que j'habitais dans une ruelle, en fait, où c'est pas le bord de route. Ouais. Donc, il faut attendre que le taxi rentre à l'intérieur de ta ruelle pour pouvoir voir qu'il y a quelqu'un. Et s'il y a personne, en gros, tu peux attendre longtemps. Ben oui. Et le pire, c'est quand il pleut. Quand il pleut, il se passe rien en Afrique quand il pleut. Ça, c'est vraiment... Je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Je te jure. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, je vais acheter un taxi. Ok. Voilà, je me dis... Normal. Je me dis, ok, je vais acheter un taxi. Je me dis, bon, ça coûte combien un taxi, à peu près? Je fais ma petite étude, parce que je me dis toujours, j'analyse, ok, d'accord, les transports, c'est comme ça, comme ça. Je commence à noter, je prends note et tout, et je me dis, ok, un taxi va me coûter tant, ça va m'apporter tant par jour, etc. Au moins, il vient me chercher, il est là tous les matins, pas besoin de chercher d'autres taxis. Et après, comme il dépose, il travaille, après, il rapporte de l'argent. Okay. Je dis, voilà la résolution du problème. Et c'est là où je vis toutes les problématiques que un gars de la diaspora peut vivre quand il vient faire un business. Et encore là, t'es sur place. Et là, ça va quand même. Mais même quand t'es sur place, ça veut dire que je voyais même que mon chauffeur de taxi se moquait de moi. Quoi. Il disait, je vais lui prendre. Tous les jours, il me sortait des excuses. Ça veut dire que même voir l'argent, là, ça veut dire, je me disais, mais on dirait, j'ai acheté le taxi pour lui. Je me disais, mais c'est incroyable. Et je me disais, non, c'est pas possible. Et donc, je prenais mes notes, je disais, voilà, problématique. Et j'essayais de mettre en place des systèmes. J'ai commencé vraiment à prendre en considération le côté humain. Parce que nous, on n'aime pas forcément, tu sais, on perd pas le temps avec ça en Europe, tu vois. Mais là-bas, le côté humain, il est très développé. C'est fondamental. Exactement. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ces problèmes, à la personne même, j'ai commencé à voir les recettes. Ok. Donc, en fait, c'est ça, là. Mais quand tu dis t'intéresser à la personne même, qu'est-ce que tu appelles t'intéresser à la personne même? Ça veut dire que j'ai commencé à passer du temps, savoir où il habite, qu'est-ce qu'il fait, etc. Quelles sont ses problématiques tous les jours, et voir comment je peux l'aider à le résoudre, lui faire comprendre qu'il a plus à gagner, entre guillemets, en meilleur dans sa vie que en sa vie. Et en fait, cette personne, au fur et à mesure du temps, elle s'est vraiment donnée. Et presque aujourd'hui, bah, tu vois, au pays, c'est mon chauffeur privé. Mon chauffeur privé d'aujourd'hui, ça fait maintenant, je sais plus combien d'années. C'était à l'époque mon troisième chauffeur taxi, parce que j'en ai viré au moins 2. Parce qu'au début, je me disais, mais sauf que je vire, le prochain, c'est la même chose. Je change, c'est la même chose. C'est là où j'ai dit, non, il y a un problème. Il y a un problème qui est systémique. C'est pas lié à la personne. On organise mal les choses, quoi. Exactement. D'accord. Et donc, justement, en faisant ça, j'ai vu que j'avais des meilleurs retours. Et la personne a commencé à mieux s'intéresser, je me suis plus intéressé, et ils ont, non, il y a de bons résultats. Et donc, après cette période-là, je crois que je vends le taxi parce que les anciens, ils avaient fait trop de problèmes sur le taxi, etc. Donc, je le vends. Donc, je récupère mon argent, je me dis, je vais en acheter un autre, ou 2 autres. Donc là, je me dis, là, je peux faire plusieurs taxis. J'en parle à un ami de la diaspora, qui s'appelle Anthony. Je passe le salut d'ailleurs. Et il me dit, Jonathan, toi, t'es fou. Il me dit, toi, tu viens, ça fait pas, je sais pas combien de temps, tu veux commencer à vouloir avoir beaucoup de taxis. Il me dit, c'est une possibilité, ça peut marcher, mais c'est compliqué. Le transport ici, c'est compliqué. Je lui dis, peut-être acheter beaucoup de taxis, ça va coûter cher, etc. Mais je fais quand même mon étude de marché et je garde ça à côté. Et pendant que cette période arrive, c'est 2020, 2021, là, Covid arrive. Donc là, le Covid arrive. Pendant le Covid, c'est pas... Donc, depuis, t'es pas rentré en France. Il t'a attrapé là-bas comme ça. Mais c'est quand il m'a attrapé là-bas que c'est là où j'ai pu faire mon aller-retour, entre guillemets, venir ici, gérer mon restaurant, le vendre et repartir. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui m'a permis même d'avoir du capital et voilà, tu vois, pour pouvoir bien pousser avant d'attirer d'autres personnes, tu vois. Donc là, je reviens à cette période-là. Donc le Covid, il commence, etc. Et quand le Covid, il commence, il y a un décret au Congo qui dit que personne doit sortir, etc. Donc on fait un peu la même chose qu'en Europe. Et le problème, c'est que quand en Europe, t'as le Covid, Uber Eats, tout ça, ça fonctionne. T'es même content. Tu travailles à distance, tu mets ton Netflix,
Là-bas, il n'y avait pas ça. Pas du tout. Personne ne pouvait circuler. Il n'y avait pas de société comment dire, on s'appelle les sociétés de livraison ou autre ou... Ouais, de livraison et autre, mais ça, c'est différent, c'est de nécessité. Ah, oui. Je me souviens qu'il disait ça. Oui, c'est... Mais en tout cas, c'est qui était nécessaire et qui avait le droit de circuler. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passait si vous circuliez? On t'arrête directement. Bam, bam. Personne dans les rues. Et puis, c'est pas comme ici, hein. Ouais. Quand c'est sérieux, on va te mettre sur le camion. On va te ramener. On va te ramener chez toi. On va te décliner ton identité. C'est qui? On connaît pas. Bon, rentre d'abord là. Ouais, tu as de quoi payer? Non. Ok, si t'as pas de quoi payer, voilà. Bah oui, c'est une réalité, tu vois. Ok. Donc il faut que tu aies les numéros de quelqu'un de X ou Y, tu vois, pour sortir. Donc, mais pendant cette période-là, moi, ce qui m'avait plus dérangé, pour être honnête, c'est que l'État donnait des rations, tu vois, de riz, parce que nous, on a le marché, etc. Donc quand tout est fermé, même les marchés sont arrêtés. Donc les mamans qui vivent au jour le jour ne vivent pas. Donc là, il y a un vrai problème, tu vois, plus que comme il y avait ici, tu vois. Donc il y a des personnes qui vont mourir, mais de faim. Ouais. Tu vois, parce que les gens ne prévoient pas pour 3-4 jours. On vit au jour le jour. Donc quand tu bloques le jour, comment tu prévois demain? Et moi, ça, c'est une question que je me suis grave posée pendant le Covid. C'est que nous, on était là. On gagnait notre argent, en fait. Télétravail, tout était organisé. Mais en Afrique, il n'y a pas de télétravail, donc tu gagnes pas. Et les gens, en fait, ils gagnent leur argent en sortant. C'est quand ils sont dehors qu'ils vont chercher l'argent. Exactement. Là, en l'occurrence, on t'a interdit d'aller chercher ton argent. Donc tu vas mourir. Tu vois? C'est ça. Comment est-ce qu'ils pouvaient contenir les gens dans ces conditions? Et c'est là où on dit non, c'est bien de faire les choses pareilles qu'en Europe, mais il faut pas faire du copier-coller. On a un modèle de fonctionnement, il faut adapter les choses. Donc ils mettent en place des rations, de l'eau, du riz, etc. Mais comment tu vas aller chercher les rations? Et ils vont pas les livrer dans les domiciles. Non, ceux qui vont te livrer, c'est certaines personnalités, c'est pas tout le monde. Tu vois? On va vous donner un point de ravitaillement où il faut aller récupérer, mais quand tu veux sortir, on te dit non, tu peux pas. Bah donc comment? C'est là que je me dis mais attends, ça va pas de problème. Et il y avait une maman, des gens qui étaient voisins, ils venaient toujours chez nous parce que quand même nous on avait quand même quelqu'un qui venait avec son laissez-passer qui permettait de pouvoir aller récupérer. Et cette maman tous les jours elle venait, elle marchait, tu vois, pour pouvoir venir essayer de récupérer son riz, son et franchement ça m'a touché. Je me dis non. Comment en 2021, 2020, on est encore dans ces trucs-là. Il n'y a pas un truc qu'on appelle c'est ça gère. Et je me suis plaint pendant un petit moment, hein, tu vois, pendant comme le Covid avait le temps. Donc tous les jours, je parlais, je critiquais le pays là. Mais après un moment, je me suis dit, écoute, pourquoi essaye de résoudre. Tu vois, et ça part de là en fait. D'accord. Ça part de là, je me dis, écoute, je sais comment développer, faire des trucs. Je commence à faire des coquilles et je me dis, ok, dès qu'on ouvre, parce que tu sais, il y avait des personnes, oh non, c'est fini, on laisse un peu ouvert pendant 3, 4, 5 mois. Et après, on referme. Je me suis dit, dès qu'on ouvre, je crée la structure. Comme ça, quand on va assez, on referme. Au moins, ça sera déjà, ok. Donc, dès qu'on ouvre, boum, je vais chercher un petit local. Il y a un ami à moi, l'architecte, Anthony Gnacci, qui avait son espace. Il me loue, un bureau, quoi. Et je mets mes affaires. Et je dis, ok, d'accord, j'ai un ordinateur, on est 2, 3, et on travaille comme ça. Au début, j'ai pas de moto, etc. Vu que j'ai pas encore rangé la restauration. Voilà, je vis avec ce qui est sur place. Et je dis, je trouve quelqu'un qui avait déjà sa moto, je lui dis, écoute, viens travailler avec nous. Et on est en train de faire quelque chose qui va être intéressant. Toujours dans la même idéologie de comme on est ici, c'est travailler en ayant justement un business plan. Tu vois, savoir de ce que tu vas faire. Il y a toujours une stratégie. Donc je lui dis, ok, faut qu'on puisse savoir vers qui on va s'adresser, il faut qu'on ait des numéros, etc. Ça sert à rien de faire un Uber Eats, c'est-à-dire de faire tout digitalisé, puisque là-bas, il y en a beaucoup de nos mamans, ils ont pas besoin, ils utilisent pas ça. Voilà, ils ont besoin. Parce que toi, ton premier réflexe, ça aurait pu être, vu que toi, t'es dans la tech, de créer des formulaires. Je t'ai entendu dire ça dans une interview, que tu prends des papiers, t'as donné des papiers, t'as eu 1000 papiers, c'est ça? T'as imprimé 1000 personnes? Exactement. Je me suis dit, mais attends, lui, il est dans la tech, normalement, c'est vite. T'envoies en plus sur WhatsApp, t'envoies les questionnaires, ça aurait pu être vite fait, non? En fait, c'est ça le déclic, comme je te disais, de Paul, là, c'est que là, l'amour m'avait touché. Ça veut dire, j'avais l'amour pour mes frères. Mais quel instant? Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc où tu t'es dit, voilà, Eureka, ou tu vois, j'aime mon pays maintenant. Non, en fait, il n'y a pas eu quelque chose de particulier? En fait, comme là, si on reprend ce que je disais, c'est que
tu vois, le fait déjà de pouvoir connaître un peu les difficultés que l'humain de mon chauffeur de taxi. Ouais. Je me suis impliqué. Et j'ai pu voir ces problématiques. Et ça m'a touché, tu vois. Je suis pas un insensible. Non, ça m'a touché. J'ai vu qu'il a des réelles problématiques. Même si j'en ai, mais je me dis que des fois, en fait, je peux aider. Avec ce que j'ai, je peux améliorer sa vie, mais vraiment, réellement. Sans pour autant avoir, moi, m'amputer. En fait, pourquoi on le fait pas? Tu vois? Et donc, le deuxième, c'est avec la maman, tu vois, qui vient à chaque fois prendre son sac de riz. Elle va rentrer. Ah, maman, comment tu fais? Non. Ah, non. Donc, si elle vient pas, les enfants ne mangent pas, les trucs. Et c'est là où, vraiment, c'est là où c'est quand t'as connecté avec l'humain, quoi. Et j'ai dit non. On peut pas. C'est vrai que je pense que l'État ont leurs problématiques, ils ont leurs trucs à gérer. Mais à notre échelle, si on peut aider, et même si des fois tu vas aider et on va pas te rendre l'appareil, fait, tu vois, c'est communautaire. D'accord. J'ai commencé à penser comme ça. Et c'est pour ça que justement j'ai dit ok, je vais mettre mes moyens. Je me disais pas que j'allais faire des millions. Non, je me disais juste qu'au moins on allait résoudre ce problème-là. Ok. Voilà. Et je me dis que un problème après un. Voilà. Et donc quand je monte tout ça, je fais travailler le jeune, mais justement en ayant compris l'humain, c'est là où quelqu'un il accepte de venir travailler avec moi, alors que j'ai pas de quoi le payer là tout de suite, tu vois. Et donc je forme une petite team et c'est comme ça qu'on commence. Et donc j'imprime le mini papier justement pour pouvoir avoir déjà une base de données des personnes qu'on pourra contacter, appeler, parce que j'avais remarqué que les gens ils aiment beaucoup le téléphone. Beaucoup le téléphone. Ah ouais. Ça veut dire application là. Ça c'est après. Non, c'est le téléphone. Appelle-moi. Okay. Même quand ils ont le WhatsApp là, ils aiment entendre. Appelle-moi. Ou le vocal. Le vocal de ouais. Donc je dis ok, comme les personnes comme ça, on met un WhatsApp, c'est ok, et on fait un genre de call center pour un numéro court pour qu'on puisse t'appeler, tu vois. Donc c'est ce que je mets en place. Les 1000 personnes, ils vont justement taper à chaque porte et à chaque feuille, dès qu'on fait le checking par rapport au numéro, que c'est une vraie identité, on lui remet quelque chose. Ça veut dire on lui remet, c'est quoi, c'est parfait, je crois c'était parfait, c'était 250, un truc comme ça. Ah, vous payez les gens pour remplir le questionnaire. Bien sûr, parce que sinon les personnes ils vont prendre les feuilles, ils vont les jeter. Donc il sait qu'une feuille ça lui rapporte quelque chose, c'est un vrai numéro. Donc celle-là ils vont aller chercher des vraies personnes. Parce qu'on va vérifier. On va appeler, allô, oui, c'est bien Tanguy? Oui, c'est bien moi. Oui, hein, monsieur. Oui, c'est moi. Ok. D'accord. Tiens, tu vois. Donc, oui. C'est smart. Ah oui, c'est, en fait, la carotte et le bâton. C'est ça que c'est. Sinon, tu vas pas réussir à faire quelque chose. Parce que on en parlait avec Kevin quand on préparait l'émission et on s'est dit, mais comment est-ce que Noki réussit là où des gens comme Jumia, on va les citer, tu vois, qui ils ont tenté, je crois, ils sont allés au Cameroun et dans d'autres pays. Ils sont cassés les dents, ils ont fermé au Cameroun parce que vraisemblablement, c'est des boîtes qui sont créées en France. Jumia, c'est aux États-Unis. Jumia? Ouais, c'est les États-Unis, Jumia. C'est une boîte américaine. Non, c'est des Français, hein. C'est des Français. Ouais, en fait, c'est les frères Samouer. Ouais, qu'ils ont créé dans le Delaware. Ok, d'accord. Okay. Ouais, d'accord. Mais c'est un Français en tout cas. Okay, voilà, le boss c'est un Français. Et à un moment, il gérait ça de France, puis après de Dubaï, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Bon, déconnexion totale, tu vois. Et on s'est dit, mais comment lui il réussit? Là, j'ai vu le volume de transactions, 1 million d'euros plus d'1 million, hein, c'est ça. Hein, plus d'1 million de transactions. Moi, j'ai les chiffres de 2022, en tout cas ce que j'ai trouvé dans l'article là. Là, vous êtes à plus d'1 million. Et je me suis dit, mais comment? Et là, si je comprends, c'est qu'en fait, tu as réussi à tropicaliser, finalement, à adapter, à localiser, à adapter ton business aux réalités locales, quoi. C'est exactement le message qu'il faut dire à la diaspora, tu vois. C'est que faut pas qu'on fasse du copier-coller. Ouais. Tu vois, copier-coller, ça marche pas. Il faut on a nos problématiques, nos problèmes. Il faut qu'on l'adapte à nos réalités. D'accord? Tu peux voir un projet, oui, il est bien, ça serait bien en Afrique. Et c'est souvent comme ça qu'on se mange. Ouais. Dire, ah oui, ok, j'ai vu tel projet. Ah oui, mais c'est vrai, il y a le besoin là, c'est vrai. Mais quand tu vas venir le mettre, tu vas pas réussir. Ouais, totalement. Et pourquoi? Parce que t'es pas dans la réalité du terrain. Tu vois? Et moi, en fait, pourquoi j'ai raconté toutes ces parties de l'histoire, c'est que le fait d'avoir travaillé là-bas, avec les personnes, d'être rentré dans entre guillemets l'humain,
ça m'a permis de connaître les réalités. Donc ça veut dire, mon interlocuteur, je savais avec qui je parle. Je touche le peuple congolais. Ouais. Je parle pas que à une certaine élite. Je parle pour tout le monde. Voilà, je sais que quand je fais mes prix de livraison, etc., le Congolais moyen, il a la possibilité de pouvoir appeler le service. Tu vois, parce que je sais que quand c'est des études. Quand il prend son taxi, il va payer 1000 francs. Quand il prend son bus, il va peut-être payer 150, 100 francs. Donc, tu sais que pour le transport, dépenser tant par mois, c'est possible. Ouais. Tu vois? Donc, c'est cette réalité-là. Et c'est dans cette réalité-là, tu fais des business, justement, qui sont des business de mass market, de gros marché. Okay. Donc, tu joues sur la quantité. 1000, mais fois la masse, ça fait beaucoup. Tu vois? Et après, tu crées une base, ainsi de suite. Et là, maintenant, sur cette base, tu ainsi de suite. D'accord. Tu vois? C'est un peu ce que j'avais vu même avec Dangote, tu vois. Et quand il choisit à faire le sucre, parce qu'il y avait pas d'usine qui fabriquait du sucre. Je dis, mais non, il faut que je fasse du sucre. Voilà, et il trouve la solution pour pouvoir vendre du sucre. Et le sucre, il est vendu à combien son petit sucre? Tu vois? Tout le monde en achète tous les jours. Mass market. Qui permet de donner. Faut pas que, le problème, c'est que souvent, dans notre manière de pouvoir penser, vu qu'on est resté très longtemps ici, on pense à l'européenne, et quand on veut maintenant à l'escalier, bah, c'est compliqué. C'est ça. Parce que tu sais même pas, tu vois, l'idée au final, le principe, c'est le même. Aujourd'hui, quand tu vas aller acquérir un client, il y a un coût d'acquisition. Exactement. Tu payes à Facebook va aller chercher, et toi, tu sais que ton coût d'acquisition, c'est tel. Mais maintenant, le moyen d'acquérir, c'est là où t'as pas la connaissance. Exactement. Tu vois. Et toi, c'est en fait ta connaissance du terrain qui te permet de dire, je vais pas leur envoyer un document WhatsApp, je vais leur donner un papier, je récupère un papier, je leur donne 250 francs. Exactement. Tu vois, d'accord. C'est ça toute la différence. C'est pour ça que même les Jumiens ou les grandes entreprises, où je prends l'exemple de Hitch qui a fermé en RDC. Et Yango qui n'a pas marché au Congo qui se sont arrêtés. C'est toujours ça, en fait. C'est le côté de, je connais pas forcément mon écosystème, je sais pas comment il faut rentrer. Et en fait, ils veulent lancer comme ils lanceraient en Europe. Non. Nous, il y a des trucs, des fois, ils disent, oui, c'est vrai des fois, on parle de corruption et autres. Et des fois, quand tu sais comment parler à ton interlocuteur, comme je dis des fois à ton tonton ou ton papa, tu peux avoir l'équivalent de service que tu veux, sans pour autant dépenser. Tu vois? Ça, c'est une réalité. Mais il faut savoir où, tu vois, j'ai un ami qui, lui, il me disait toujours, il a un de ses parents qui a un bon poste, et il sait que son parent, là, il aime beaucoup un type de bouteille. Tu vois, qu'il aime bien boire un type de, et à chaque fois quand il vient, il lui ramène ça. Ça, c'est la base chez nous. Exactement. C'est la base. Ce qui fait que quand le jour, il veut lancer son truc, il vient voir ce parent-là, il n'a jamais donné je sais pas combien. Mais oui. Tout de suite, c'est fluide. Exactement. Quand t'as besoin de ça, ok, je tiens tel, il fait ça. Donc à la fin, tu te retrouves à avoir une autorisation, un permis de pouvoir faire. Super compliqué. Qui, à un Européen, s'il rentre dans le bureau de cette personne-là, on va lui dire, écoute, aligne tant. Et toi, tu l'as eu pour rien, en fait. Pourquoi? L'humain. Ouais. Relationnel, l'humain. Nous, c'est l'humain. En fait, j'essaie de voir, parce que ce que tu dis, j'avais un ami de la famille qui était avocat sénégalais, et qui me disait, et il était venu nous voir à Black Network, et il nous dit, vous savez, moi, une de mes activités, c'est rencontrer tous les officiels sénégalais quand ils viennent en France. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu leur proposes, quoi? Il dit, à chaque fois qu'ils viennent, je vais les voir, j'offre quelque chose à madame, quelque chose à la personne. Je sais qu'il y a des enfants, quelque chose pour les enfants. C'est juste par gentillesse, mais je sais que un jour, ça va me servir, tu vois. Et j'essaie de me poser la question si ce truc-là qu'on fait en Afrique quand même de manière assez généralisée, là, je te parlais du Sénégal, toi, tu me parles du Congo. Est-ce qu'en France, il y a ça? J'essaie d'identifier, parce que finalement, ça existe aussi en France. Ça existe, mais c'est caché. Et puis, mais sauf que ici en France, c'est beaucoup plus ce forme de, j'ai envie de dire, pot de vin, quoi, en fait. Mais c'est subtil. Tu vois, c'est des voyages. Un peu comme, tu vois, certains, même des politiciens qu'on a attrapés. Oui, il a payé des voyages, on l'a offert tel truc, oui, il a fait tel truc dans tel jet, etc. Tu vois. Mais on s'est très suivi parce qu'on sait que ça favorise, tu vois. Ouais. C'est que tu veuilles ou non. Si moi je connais ce que Tanguy aime manger, et qu'à chaque fois qu'il arrive, je lui propose. Même si toi, t'es, je sais pas qui, quand tu vas venir, tu vas parler, il va t'écouter, oui, mais dès qu'on va me voir, la relation avec mon gars, Jonathan, c'est autre chose. Exactement. C'est ça, je dis que la base, c'est le relationnel, c'est le capital humain. C'est faut baser sur ça. Et c'est par rapport à ça que tu arriveras plus facilement à savoir, ok, qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce qu'il faut,
comment y répondre de la bonne manière. Parce qu'il y a des trucs que tu vas faire un truc, mais t'es très mal vu. Toi, tu penses que c'est bien. Par exemple, tu vas arriver, tu vas prendre l'argent, tu vas dire, tenez. Tu vas faire ça comme ça. Mais le papa en question ou la personne, le tonton, il va te regarder en mode, non, je prends pas. Peut-être il aime, non, moi je prends pas. Et il va te blacklister, il va très mal te voir. Toi, tu vas partir, tu vas dire, mais on m'a dit ici, c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Exactement. Parce que tu sais pas comment faire. Donc, il faut prendre ce temps-là, tu vois. Et moi, ce temps, je l'ai eu de manière forcée. Je suis resté longtemps dans certaines conditions, mais ça m'a permis de pouvoir comprendre, déconnaître et côtoyer. C'est les codes, en fait. Exactement. C'est juste une question de code. Et tu vois, à chaque fois qu'on parle avec des jeunes étudiants africains qui viennent en France, on leur dit ça, on leur dit, pensez aussi à écrire les codes. Vous avez les diplômes, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez monter les échelons dans l'organisation, il faut qu'à un moment vous ayez les codes, les small talk là, au café, aller prendre un verre. Mais c'est la même chose au final. C'est pareil avec les Chinois. Ouais. Les Chinois, par exemple, tu dois dealer, etc. Si tu prends pas le saké, il y a un problème. Ouais. Tu vois? S'ils te voient arriver, ils voient que, par exemple, t'as des chaussettes, ils sont blanches, t'envoies déjà un mauvais signal pour le deal. Ouais, je savais pas les chaussettes blanches. Non, il y a plein de trucs. Okay. Donc, quand tu deals avec les Chinois, ils ont une manière de travailler, ils ont une manière de trucs. Donc, tu vas pas venir en Chine et venir faire comme tu veux. Tu vas pas réussir à t'adapter, même si t'as la meilleure idée. On a parlé avec plusieurs entreprises françaises qui ont voulu s'implanter, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Donc, il faut réellement connaître. En fait, quand t'es un gars de la diaspora, faut te dire, ok, je suis de la diaspora, je suis pas un Congolais. Ouais. Tu vois? Parce que tu dis, même c'est chez moi. C'est pas chez toi encore. Vas-y, apprends, et ensuite travaille. Moi, je dis bien que 1 an et demi, j'ai rien fait, j'ai pas entrepris. J'imagine? Donc, mais quand j'ai commencé à entreprendre, ça a été très rapide parce que j'avais en fait tous les codes. J'avais pu savoir ce que les gens avaient besoin. Et donc après, c'était beaucoup plus fluide parce que je parlais des personnes qui se sentaient concernées. Mais du coup, alors la leçon qu'on peut tirer de ça, pour moi, tu me diras ce que t'en penses, mais il y a 2 possibilités. Soit t'as beaucoup de trésorerie et tu tâtes le terrain pendant 1 an, 2 ans avant d'être acclimaté pour pouvoir faire du business avec les locaux. Soit tu rentres en tant que salarié, en fait. Exactement. Ben oui. Exactement. Toi, et ça. Le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes de la diaspora commencent avec le côté salarié. Côté entrepreneur. Okay. Donc, je viens avec de l'argent. Après, ils viennent, j'ai perdu du temps. Ça marche pas, le pays, rien ne fonctionne. Tu vois? Parce que justement, le fait de venir avec de l'argent, on a ce côté un peu supérieur de se dire, bon, écoutez, moi, je viens de la diaspora, je comprends, je connais, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. Non. Faut venir, tu t'assois. Celui que tu ne considères pas comme ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est comme quand tu viens au village. Celui qui va te conduire dans la forêt, tu descends de ton 4x4, tu mets tes bottes, tu le suis. Même si tu as fait tout ce que tu vas écouter, ce qu'il va dire gauche à droite. C'est ça que tu dois faire. Une fois que tu fais ça et que celui qui te guide commence à voir que tu viens avec des bonnes intentions, vous matchez, à ce moment-là, il va t'ouvrir même les secrets. Il va te dire, bon, ok, là-bas, de ce côté-là, là, ici, il y a les diamants. Tu vois, là, il y a ça. Là, il y a ça. Mais si il voit pas ça, crois-moi, le guide, il va te montrer tout ce que tu veux. Et si tu commences à trop le chercher, il va te ramener là où il y a même les serpents. Et il va dire, vas-y, débrouille-toi. Donc, celui qui est sur place connaît mieux que toi. Voilà. Donc, viens, apprends. Ne viens pas justement avec ce côté supérieur. Et les gens en fait, les gens en Afrique, ils en ont marre aussi de ce côté-là. Nous, ils sont là-bas tous les jours au quotidien. Ils ont des problématiques qui sont au quotidien. Tu viens pas résoudre le problème, mais tu viens lui dire que non, en fait, c'est parce que vous faites tout mal depuis le début. Et il dit, mais attends. Toi, tu vis ici pour savoir tout ce qu'on vit ici pour nous dire que l'on fait tout mal. Non, vis nos réalités. Ensuite, trouve-nous une solution et là, on va t'écouter. Tu vois? C'est un peu ce que moi, j'ai pu avoir, tu vois. Après avoir vécu les réalités, vivre dans les mêmes problèmes, etc. Et de voir que non, c'est possible. C'est là où eux me voyaient comme un fou. Ils disaient, non, nous, on est là depuis. Ça va pas marcher. Je dis, non, ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Quand tu vas faire ici, après, il y a un tel, il y a un truc, il va vouloir, il va prendre ton business, l'autre va venir, ça va pas marcher. Je lui dis, écoute, si on pense comme ça, il y a jamais personne qui va faire quoi que ce soit. Je lui dis, il faut bien qu'on essaye. Bien sûr, il y en a qui vont mourir. Mais il faut qu'il y en a qui ratent pour qu'il y en a qui réussissent. C'est la base. Et ça, c'est un discours qui ne plaît pas forcément. Et moi, je leur dis, je dis souvent, c'est un peu comme on joue au foot. On vous montre les meilleurs joueurs, les Cristiano, les Ronaldo, les Messi, etc. Très bien. Mais avant d'avoir comme ça, eux, ils étaient combien au départ? Ils étaient combien à être inscrits, qui se sont inscrits, combien ont payé des licences pendant de nombreuses d'années, mais qui n'ont pas réussi. Mais il faut qu'il y ait ce nombre-là pour que justement, aujourd'hui, on a combien de joueurs on va dire, de la diaspora ou africains dans le top? Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, quand maintenant ils ont dit, attends, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas autant qui allaient jusqu'au bout. Aujourd'hui, plus tu en mets, plus t'en ressors. Totalement. C'est simple, c'est comme ça. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Plus on va être à vouloir essayer de faire,
on va pas tous réussir. Ça, c'est une réalité. Il faut se mettre ça en tête. Voilà. Mais le fait de ne pas tous réussir va permettre que parmi nous, il y aura un de nos frères qui va être dans le top. Et là, ça va nous permettre de dire, OK, moi, j'ai pas réussi, mais lui, il est dans le top. Et à celui aussi qui est dans le top, là, de comprendre que je dois tirer les autres. C'est ça. Tu vois? Non, c'est ce principe-là. Donc, le message, c'est un message d'espoir. Et donc, le fait d'avoir pu, justement, comprendre l'écosystème sur place m'a permis de pouvoir développer ce côté-là. Et après, je crois, 2021, très rapidement, franchement, c'est allé trop vite. T'as explosé? Non, mais c'est comme dans les films. C'est-à-dire que moi-même, c'est-à-dire que je commençais, je pouvais appeler des amis d'ici, je leur disais, écoute, là, on a des besoins, j'ai besoin de ça, écoute, va prendre ça chez moi, fais ci, ça, vends ça, envoie-moi ci, etc., tu vois. Tellement que ça allait trop vite. D'accord. Ça veut dire que les besoins, ils dépassaient, en fait, la demande, elle dépassait l'offre, mais les gens en avaient vraiment besoin. Sur la partie nourriture ou sur la partie plus large? Parce que tu as commencé Noki Noki avec la nourriture. En fait, j'ai commencé... Bon, la partie nourriture, elle est là, c'est une partie existante du business. Mais il y avait déjà, dès le départ, moi, j'avais misé sur les personnes qui font les courses au marché, sur tout ça, tu vois. J'ai eu des dames de ménage, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de femmes de ménage chez nous en Afrique, souvent. Et les femmes de ménage, c'est eux qui vont faire les courses du matin. D'accord. Et sauf que parfois, entre faire les courses du matin et après s'occuper de l'enfant, c'était compliqué. On avait des messages de certains ménages qui nous disaient, on vous remercie. Parce que grâce à vous, j'ai eu le temps à passer avec mon enfant. Et je vous envoie, vous faites mes courses du marché, ça arrive à la maison là où je dois travailler, je travaille, ça me fatigue moins, etc. Tu vois. Donc là, je sais que j'apporte une réelle solution et j'aide mon écosystème. Donc, ok, c'est good. Donc je suis dans la bonne voie, c'est les bons indicateurs, je continue. Et la demande, elle vient naturellement. Un tel dit un tel. Ce qui nous a plus dépassé, nous, c'est parce que justement, il y avait tellement de demandes qu'on n'arrivait pas à répondre. C'est là où maintenant intéresse comme je dis, les investisseurs, les investisseurs. Là où les levées de fonds, Exactement. Lever des fonds, Parce qu'au début, quand tu t'es parti, tu t'es pas dit que tu allais lever des fonds. Non, pas du tout. Je me disais que non, tu sais, en plus, on a le côté un peu très, c'est mon entreprise, je veux que personne y rentre et tout ça. Ça aussi, il faut enlever ce truc-là. Ouais. Faut. En fait, vaut mieux avoir, d'accord, une part. Oui, d'un gros gâteau. Souvent on dit ça. Non, c'est vrai. En fait, si tu veux pouvoir changer certaines règles ou être dans un système, il faut déjà pouvoir le rentrer. Tu n'es même pas dans le système, même pas dans le premier déclassement. Tu n'as même pas ce qu'il faut pour pouvoir être avec certaines de ces personnes-là. Et tu te dis, non, moi, c'est mon entreprise, je veux la partager à personne. Et t'as pas ce qu'il faut. Les personnes comme même les Elon Musk et autres, ils ont créé l'entreprise, ils ont revendu. Parce qu'ils avaient besoin de cash. Ils ont revendu, ils ont pris un candidat, ils ont revendu, jusqu'au moment où ils n'avaient plus besoin de cash, ils ont dit, OK, maintenant, j'impose ma vision. Bon, toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas, mais tu veux, comment tu veux, tu vois? Et c'est vrai que parfois tu vas dire, oui, mais c'est peut-être la seule entreprise de ma vie. Donc, à toi de pouvoir bien jauger. Je dis souvent que Steve Jobs n'avait que 18% du capital de sa société. Voilà. Il a été viré pendant une fois. Il a remis. Là, même avec Sam Altman. OpenAI, il a été viré, il a été remis. Donc cette concession, tu vois, ça fait très longtemps que les gars là, ils ont abandonné du côté de je veux posséder. Non. Quand tu fais un truc, c'est pour tout le monde. C'est toi qui as eu l'idée, c'est très bien. Mais les autres aussi, ils ont pensé à ça. Donc c'est venu pour le bien de tous. Partage-le avec tout le monde et grossis. Toi. Donc au début, quand tu as commencé, tu t'es associé? Tu as trouvé des associés? Non, pas tout de suite. Ah, d'accord. J'ai fait l'équivalent de 8 mois seul. Et ça, après, c'est en novembre 2021 que je rencontre mon premier associé, tu vois. J'avais participé à un concours en février, le concours Ocean Practice, très connu de la sous-région. Et fait par monsieur Luc Missidi Bazi. Et il était même à la Francothèque, qui avait ramené la délégation Congo. Et donc, j'ai pas gagné ce concours, d'accord. Mais en 2022, je le gagne. Donc, je gagne, je suis lauréat numéro 1 parmi toutes les startups qu'il y avait. Tu sais, il y avait le président de Vivendi, Groupe Africa, etc. Donc, on a été vraiment challengé sur notre pitch deck, etc. Donc, vraiment, là, maintenant, ça décolle. Après, je vais à Vivatech. Après, bon, donc là, je commence à avoir une certaine renommée. Mais je vois que mon entreprise commence à grossir. Et moi, je suis ingénieur en informatique. Et là, je suis en plein dans la logistique et le transport. Il y a un problème. Tu vois, je dis que si je veux devenir un gros, il faut que j'acquière certaines compétences, mais je ne peux pas repartir à l'école pour en faire ça. Et donc, c'est dans ces conditions-là que tu fais ce qu'on appelle le mentorat. Ce que beaucoup aussi de nos frères n'aiment pas faire. Tu vois, parce qu'on tu te fais mentorer? Exactement. Ok, d'accord.
tu te fais mentorer. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans cet écosystème, dans ce domaine-là, qui connaissent mieux que toi, ils sont allés à l'école pour ça et qu'ils ont déjà développé. Au Congo, t'avais trouvé des profils comme ça? Non, malheureusement. Ouais, d'accord. Je suis allé au Sénégal. Ok. Paps? Non, Logidou. Ok, je connaissais pas. Ouais, Logidou. D'accord. Il s'appelle Tamsir Traoré. Ouais, c'est un grand de l'écosystème de là-bas du Sénégal. D'accord. Mais Paps, c'était, on va dire, Paps, c'était l'inspiration. Ok. Tu vois, Paps m'a inspiré. J'étais, parce que vous n'êtes pas très éloigné, je pense. Exactement. En termes de, comment dire, d'âge, même vous n'avez pas dû démarrer très longtemps l'un avant l'autre, je pense. Paps, aujourd'hui, leur société, ils ont 8 ans. Et nous, on va avoir nos 4 ans, tu vois. Ok. Donc il a 4 ans d'avance sur le truc, tu vois. Quand même. Et c'est ça, j'ai regardé, c'est très simple, j'ai regardé, j'ai dit, mais qui fait comme moi ou qui a déjà fait? Parce que je suis pas le seul en Afrique. Bien sûr. Peut-être au Congo, ok, sur ma sous-région, mais en Afrique. C'est là où j'avais vu Paps. Ok. J'ai dit, ok, c'est très bien et tout ça. J'étais à sa inauguration de Paps Côte d'Ivoire, quand il venait de commencer. Et j'avais écouté son discours, c'était un fabuleux discours qui parlait de l'Afrique connectée. Ouais. Lui, c'est un bon gars, hein. Ouais, vraiment. Ouais. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter. Encore avec lui à la Francotech, là. Ok, d'accord. Franchement, on l'a reçu ici, vraiment. Non, top. C'était incroyable. Rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Et c'est ça, en fait. C'est le côté inspiration. Tu vois? Le fait que j'ai pu voir et je me dis, ok. Il y a quelqu'un qui le fait là-bas. J'avais pas levé de fonds. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait levé des fonds, qui était au Sénégal, et qui avait quand même une renommée. Mais, je me dis, attends, c'est possible. Il passait sur les plateaux, il expliquait, il disait, ouais, non, c'est possible. Tu vois comment ça inspire? Voilà, la puissance de l'inspiration. L'importance de alors que je suis au Congo et je me dis, comment je veux faire dans mon écosystème? Tu vois? Et, vraiment, c'est des concours de circonstances. Moi, c'est là où c'est où je parle de la loi de l'attraction. Ok. Tu vois? Et, vu que c'était un désir que je voulais, bah, en vrai, par rapport à des contacts, je me suis retrouvé à rencontrer Tamsir Traoré, tu vois. Okay. Et qui, lui, est un ancien, Tamsir, tu vois, il est même professeur à l'université, Sup Dakar, tu vois. Donc, il donne des cours pour les gens, les élèves de master, etc., dans la logistique, le supply chain, etc. Ok. Donc, on se voit ici à Paris lors d'un salon après Vivatech. Ok. Voilà pourquoi aussi l'importance des salons. Tout ça, c'est important, faut le dire. Faut le noter, ouais. Il y a des personnes qui se disent, ah oui, non, un salon, ils vont encore parler, tout ça. C'est un bon endroit pour faire du networking. C'est surtout ça. Et surtout, te connecter avec les personnes que tu vois qui sont peut-être un peu plus en avance dans ce que tu fais ton domaine. Si tu es vraiment dans le côté panafricain et que tu veux vraiment que l'Afrique puisse avancer, il faut pas que tu restes de ton côté. Il faut que tu t'ouvres aux autres. Tu vois? Et quand c'est toi qui as besoin de quelque chose, c'est rien de faire non, moi, je vais réussir tout seul. Tu vois, on a souvent ce côté-là, surtout en Afrique centrale chez nous, là, on a un côté. Ouais, trop d'ego, trop de fierté. Vraiment, faut enlever l'ego. Ouais. Faut vraiment, tu veux faire du bon business et tout ça. Faut que l'ego, il tombe. Tu vois, il y a pas d'ego. Donc, je vais le voir. Je lui parle et tout ça. Et puis, il me dit, écoute, je parle avec lui au bord d'un café et tout. Et il me parle en quelques minutes et il me dit, écoute, c'est très bien ce que tu fais dans l'entreprise, c'est très bien de livrer de la nourriture, etc. Mais il y a beaucoup plus grand. Tu vois, il me dit, l'Afrique et le transport, c'est un enjeu majeur. Et il me parle un peu de sa vision. Et elle colle dans ce que je pensais. Mais maintenant, lui, il met les mots juste sur ce que je pensais. Et il me dit, écoute, Paps aussi, je le connais bien. C'est un bon ami. Et, nous, au Sénégal, ça fait longtemps. À l'époque, au Sénégal, ça faisait 10 ans qu'ils étaient déjà dans le domaine du... Ils ont même des groupes WhatsApp avec tous les gars de la logistique qui sont bien organisés, etc. Franchement, j'aime ce peuple sénégalais. Franchement, les Sénégalais sont solidaires, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai implanté, administrativement parlant, mon entreprise au Sénégal. Et que on travaille un peu, mais c'est pas pour faire de la concurrence. C'est vraiment pour être présent sur le marché et de savoir ce qui se fait et de rester dans ce côté où voilà les choses qui sont en train de se passer, il faut être à la pointe de la tech, tu vois. D'accord. Et il me dit, ouais, non, si t'es prêt à m'écouter et qu'on puisse travailler ensemble, bon, je te dis, en 3 ans, tu lèves des fonds. Ok. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2022. Ok. Ouais, il me dit, en 2-3 ans, tu lèves des fonds. En 3 ans d'existence, voilà, c'est ça. Il me dit, tu lèveras des fonds. Ok. Je dis, ah ouais, tout ça, c'est vrai, t'es sérieux, toi? Il me dit, non, mais c'est un mythe. Tu vois, la finalité, c'est pas forcément de lever des fonds. Mais au moins, si ça te permet de pouvoir accélérer. De toute façon, c'est que ça. Donc, je dis, ok. Donc, je deviens un peu comme un élève, tu vois. Ouais, du vrai mentorat, quoi. Exactement. Okay. Et lui, à contrario, lui, justement, il est logisticiens, mais
Nous, on fait de la tech à la logistique. Okay. Donc, moi, j'ai le côté tech. Donc, ça veut dire qu'on discute, on s'échange, tu vois, il y a un vrai partage. Parce que, en fait, ce à quoi les gens ne pensent pas, c'est que pour eux, le mentorat, c'est uniquement prendre. Et c'est Philippe Simon qui m'avait dit ça à une époque et qui m'a permis de comprendre, c'est que, en fait, entre le mentoré et le mentor, il y a une relation qui est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Exact. Toi, tu viens prendre de la connaissance, c'est quelqu'un qui est plus âgé, donc qui a forcément une expérience que toi, t'as pas. Mais comme toi, tu viens avec la fraîcheur, exact. La connaissance des outils du moment. Exact. Et donc, ça fait que toi-même, tu vas ouvrir les yeux à ton mentor sur des sujets que lui ne connaissait pas du tout. Totalement. Et c'est vraiment gagnant-gagnant. Moi, j'ai un de mes mentors, moi, j'ai peur de l'appeler, tu vois. Tu sais, je lui dis, j'ai pas envie d'être dérangé. Mais c'est lui qui m'appelle. Oui. Tu vois, tout ça, il me dit, il y a un nouveau truc, là, t'es au courant. Ah, mais il faudrait que tu fasses ça. Et je me rends compte que c'est vraiment gagnant-gagnant. Tu vois, c'est pas juste moi qui prends. Et du coup, ça suppose que chacun soit conscient de ses forces. Exact. Pour se dire, moi, voilà, je veux parler à tel mentor, mais qu'est-ce que j'ai à lui apporter aussi? Exactement. Voilà. Oui, moi, voilà, t'as tout résumé, tu vois. Et donc, c'était comme ça que ça s'est passé. Et, donc, on a commencé à travailler ensemble. Et, j'ai fait plein de gaffes, j'ai fait plein d'erreurs et tout ça. Franchement, et des fois, tu sais, t'es déjà un peu grand et tout, mais tu reviens vraiment comme à l'école, tu vois. Donc, des fois, il me disait des trucs et tout, et tu sais, il me parlait de pas toucher mon ego, tu vois. Donc, il me dit, bon, tu sais, il me dit, le problème, c'est toi, sans te dire que le problème, c'est toi. Ok, d'accord. Donc, après, je comprends, c'est moi le problème, etc. Après, il faut travailler sur ma team, etc. Donc, il y a eu ce côté vraiment de mentor. Et je le remercie. Et à chaque fois que je lui dis ça, il est pas d'accord. Ah ouais? Ouais, à chaque fois je lui dis non mais c'est grâce à toi. Ouais. Même là, quand je viens et je parle ça aux gens, ils me disent arrête de dire ça, arrête. Non, c'est une réalité, tu vois. Et c'est quelle roadmap qu'il t'a donné alors pour lever les fonds? Alors il m'a pas donné la roadmap pour lever les fonds, il m'a donné la roadmap pour croître. Ok. D'accord, pour être une réelle start-up. Parce que pour l'instant c'était un mot, c'était quelque chose qui est truc, mais c'est quoi une start-up? Ouais. Qu'est-ce qui définit une start-up? Quelle est son organisation? Tu vois? Parce que au Sénégal, il y en a déjà plein de start-up. C'est très mature. Ils lèvent tous des fonds. On dirait que c'est des dominos. Ouais. C'est trop facile. En Afrique centrale, on voit rien. Non. Et donc, je me disais, mais non. C'est vrai, il y a qui d'autre? Je connais même pas qui d'autre. C'est clair. Je cherchais, je me disais, mais c'est compliqué, tu vois. Et, ou sinon, ça va être des personnes qui te subventionnent, mais c'est des personnes localement qui te subventionnent. Okay. Alors que quelqu'un qui te subventionne localement, comme je te dis, comme il y a le côté relation humaine, c'est pas forcément lié à ta compétence ou sur les chiffres que tu fais. Alors que quand c'est une entreprise privée, ils vont pas blaguer avec toi. Ouais. Ah, franchement, les fonds d'investissement, ils rigolent pas. C'est pas, tu fais ce que tu veux. Non. Pas du tout. Ils regardent tout. Faut que tu reportes régulièrement. Ils regardent tout. Déjà, même quand ils te font ton checking, ton analyse, ils te checkent toi. Pour voir déjà quel type de personne t'es. Si t'as la compréhension, si t'es un peu smart, etc. Ensuite, quand ils ont fini de te checker toi, ils checkent ton entreprise et ce que tu dis, ce que tu fais, etc. Et ensuite, ils checkent ta valeur ajoutée sur ton écosystème. Est-ce que t'es le seul à pouvoir faire ce que tu fais? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire ce que tu fais, tu vois? Et je pense qu'un PAPS aurait pu travailler peut-être potentiellement au Congo, mais c'est compliqué parce que comme ce que je t'explique, tu vois. Donc, sur l'Afrique de l'Ouest, tu vois, ils ont leur corridor. Donc moi, je suis positionné sur mon corridor qui est en Afrique centrale. D'accord. Donc ça nous laisse chacun dans sa zone, tout en travaillant. On peut travailler ensemble, ça ne dérange pas. C'est pour ça que je suis très ouvert dans le côté de, j'ai pas forcément un concurrent ou non. S'il fait bien ce qu'il fait dans tel pays, ok, c'est lui qui peut te délivrer, ça peut passer par eux, ça me dérange pas. D'accord. Donc ce que j'en faisais avec Tamsir, et on a très bien travaillé, on a continué à avancer. Et de fil en aiguille, à devenir quelque chose de solide. Et ça se remarquait même dans notre écosystème, tu vois. D'accord. Même les personnes, les adultes qui faisaient des affaires se rendaient compte que, les gars là, c'est très carré. Tu vois. Et, mais s'il y avait pas eu si j'étais pas à la Vivatech, j'aurais pas rencontré Tamsir, tu vois. Moi, je dis toujours, qui sort s'en sort. Ça, c'est une de mes phrases favorites. Il faut sortir pour t'en sortir. Quand tu sors, je raconte toujours cette histoire. Je vais pas donner les noms, mais on était avec un gars, on est parti à Business Africa. Quand on est à Business Africa, il y a un de nos grands, là, Daniel Yerso, il nous dit, tiens, faut que tu captes cette personne-là, là. Et on est parti le voir. On a parlé, on a accroché. Le gars, il a investi 40 000 euros dans la boîte du gars avec qui j'étais, tu vois. Donc, c'est juste, on était là au bon moment, au bon endroit, on a capté la bonne personne. En fait, il faut bouger. Il faut jamais rester, tu sais, les personnes sont très défaitistes dans le sens de, il y a rien qui marche, il y a rien qui fonctionne, mais ça fait 10, 15 ans, t'es dans le même périmètre, tu veux pas sortir de ce périmètre. Tu vois?
Moi, je dis ça parce que j'avais des amis comme ça, même dans le quartier, tu vois. Ils veulent que rester là, dans la ville, dans la zone, et ils veulent jamais bouger. Et demain, ils te voient faire toute chose, et après, quand tu reviens, tu dis, ah ouais, je dis, mais parce que je suis parti, faut que tu sortes, tu vois. J'ai juste traversé la route. Exactement. Sinon, tu pourras pas, tu vois. Il faut vraiment briser ce côté des frontières. Et donc, moi, avec mes frères sénégalais, donc j'allais au Sénégal, je passais des moments avec eux, Tamsir, on a passé des moments, on a rigolé, on a présenté plusieurs personnes de l'écosystème, comme Moulay, Moulay Soul au Sénégal, et plein d'autres, tu vois. Donc, ça nous a permis de créer ce pont. Okay. Parce que souvent, on nous parle d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique. C'est comme si l'Afrique s'arrête en Afrique de l'Ouest. Je te promets, des fois, on a l'impression que l'Afrique centrale, ça n'existe pas. Ouais. Donc, nous, on dort trop. Et donc, ça veut dire que ça nous saute. Ouais. Et après, on parle d'Afrique du Sud, ou l'Angola. L'Afrique de l'Est aussi, maintenant. Sinon, nous, là, je dis, mais non, c'est pas possible. Sur la carte, on existe, on est là. On a des humains tous les jours, on consomme. Le pire, c'est qu'on est des gros consommateurs. C'est ça. C'est vrai. Donc, ça a permis qu'ils puissent connaître aussi comment certaines choses fonctionnent chez nous. Et ils ont compris. Et nous, notre plus gros problème, vraiment notre plus gros problème, c'est les ressources humaines. Voilà. C'est les compétences. Et les transferts de compétences. Tu vois. Je me suis posé la question, justement, parce que quand je regardais un reportage là où je voyais, ils présentaient ton équipe, je voyais qu'il y avait des personnes au call center. Après, je voyais les livreurs. Je me suis dit, mais comment il fait pour gérer tout ce monde-là, là? Parce que ça, c'est une vraie problématique. Exactement. Et surtout que, on est beaucoup aujourd'hui. Mais vous êtes combien en tout? Alors, en tout, sur tous les pays, on a à peu près 119. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Sur tous les pays, c'est-à-dire que t'es dans plusieurs pays? Ouais, je suis au Congo. Ok. Je suis au Gabon. Ok. Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ah, et je travaille à Kinshasa avec un partenariat, comme on dit toujours. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu fais pas un partenariat au Sénégal, vu que le Sénégal, c'est déjà assez mûr? Non, parce qu'en fait, Sénégal, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, c'est le côté innovation, tech et facilité, on va dire, côté captation d'investisseurs pour l'Afrique. Okay. Sénégal, c'était vraiment l'écosystème des challenges. Tu vois, en gros, dans mon secteur d'activité, quels sont les plus anciens, les plus mentors? Ça veut dire, c'est un peu la Champions League. Mais t'avais besoin d'ouvrir une boîte là-bas pour rentrer dedans? Pourquoi? Non, parce que vu que moi, j'ai des clients qui travaillent chez nous, tu vois, et nos clients, parce que nous, on fait aussi du e-commerce, tu vois. Donc, nos clients, c'est des marchés qui les intéressent. Tu vois. Donc, ça veut dire que dans ces marchés-là, ils ont besoin d'une base. Parce qu'il y a des Congolais partout là-bas. C'est la réalité. Moi, je travaille avec des Congolais qui sont en RDC, qui sont à Brazza, qui sont à Pointe-Noire et qui vivent au Sénégal. Tu vois. Mais leurs clients sont là-bas. Donc, ça veut dire que leurs colis, etc., ils les font fabriquer, des tenues, etc., au Sénégal. Et après, c'est pour pouvoir livrer et recevoir en fait ce qu'ils doivent recevoir sur la zone de là où ils vivent, tu vois. Mais par exemple, si on prend une entité qui est au Sénégal, qu'est-ce qu'elle fait elle, concrètement? Il y a le côté administratif, il y a le côté aussi client. En fait, tous les Côte d'Ivoire Sénégal, c'est vraiment spécialement du B2B. Tu vois, c'est genre je connais Tanguy a son entreprise qui est dans l'e-commerce et qui vend sur tel pays. Voilà. Tout ce qui va être Afrique de l'Ouest, tu travailles déjà avec PAPS, etc. Mais Afrique centrale, tu travailles avec moi. Sauf que pour envoyer les colis à chaque fois, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas me déposer ton stock au niveau de là où je suis, et moi je vais faire tout le travail, tu vois, de l'exporter, le récupérer, le ramener dans notre zone, ensuite le distribuer, collecter l'argent pour toi, le leur envoyer. Voilà. Donc ça fait que tu te dis, ok, au moins t'as une entreprise sérieuse avec laquelle tu peux travailler. Vas-y, au moins t'as une entreprise sérieuse, parce que quand t'envoies des colis, c'est de la marchandise. Donc, c'est de l'argent. Donc, si tu peux t'envoyer ça à X ou à Y, mais comment tu vas être sûr que ton argent revienne? Ben oui. Tu vois? Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et si toi, t'es une entreprise établie, pour pouvoir sortir même tes factures, etc., il faut que t'aies une entreprise établie. Donc, je facture cette entreprise qui va facturer, voilà. Donc là, on peut faire du vrai business B2B, tu vois. Donc, voilà, c'était un peu l'objectif. Et c'est une bonne question, parce que même mes investisseurs me disent, mais pourquoi tu restes là-bas? Tant de pas rester. Mais à force, ils ont compris, tu vois. Surtout que je suis pas là-bas je suis pas en train de conquérir le marché, dans le sens où je suis pas développé au point de trucs. Peut-être que de manière incidente, ça peut arriver, mais c'était pas la strat à la base, quoi. Voilà. D'accord. La strat, à la base, on reste concentré sur l'Afrique centrale. Ok. Comme je t'ai dit, on a 140 millions de personnes là. On gère.
Ouais. Faut on gère, on arrive à bien desservir tout le reste. Et ensuite, on pourra parler potentiellement. Et c'est bien d'avoir un pied, une base. Et je pense que même certains de mes concurrents, ils ont sûrement une base ou un pied à Kinshasa ou même au Gabon ou au Congo. Mais ils le déclarent même pas parce que vrai, c'est pas quelque chose qui fait vraiment faire tenir le business. Tu vois. Ils vont pas faire d'acquisition. Exactement. Donc, si je comprends bien, parmi les éléments qui t'ont permis de lever, il y a ces KPI là, quoi. Montrer que t'es en hyper croissance. Exactement. Voilà. Ça fait partie des facteurs que les fonds d'investisseurs et un investisseur regardent. Parce que quand il met son argent, lui, il voit que son argent, il va valoir quoi dans quelques temps. Tu vois? Donc, s'il investit, je sais pas, l'équivalent de 500 000 ou $1 million, si dans 2 ans ou 3 ans, tu es une entreprise qui devient une licorne ou une valorisation à $500 millions ou autre, ces 1 million se seront transformés en... Bien sûr. Donc là, même quand lui va ressortir, parce qu'ils finissent toujours par ressortir. Ouais. Il reprendra beaucoup de cash et il aura fait son business, tu vois. Mais justement, moi, ça m'a intéressé quand t'as parlé là, quand tu parles de ressortir, parce que j'ai vu que ton investisseur, il investit chez vous, il a investi, Ouma Venture, là, il a investi chez Paps, il a investi chez Anka. Oui. En fait, tu te dis peut-être qu'il il est en train de créer un groupe, finalement, tu vois, un big groupe sur toute l'Afrique francophone. En plus, il vient des States. Voilà, en vrai, c'est quelque chose que on peut se le poser comme question. Ouais. Mais si tu vois en cas là où il a investi, il n'est pas le seul. Tu vois, ça veut dire qu'il est il est pas en lead, quoi. Voilà, en lead investor. Exactement. Okay. Donc même chez Paps, tu vois. Okay. C'est pas lui qui lead, tu vois. D'accord. Donc en vrai, c'est pas lui qui va. Il est là, il sait ce qui se passe, il a investi et ça le permet de gérer des activités, de voir comment ça se passe sur l'écosystème par rapport à la zone là où ils sont. Mais sur l'Afrique centrale, pourquoi il a voulu vraiment être le seul? Parce que justement, je pense qu'il a appris de Anka, de Paps et autres, et qu'il voit la possibilité de pouvoir faire avec nous, une grosse plus-value. D'accord. Vu que justement déjà il a acquis l'expérience, il y a l'argent qu'il faut. Donc et puis bon, comme il le dit souvent, c'est que j'ai le mindset qui permet de pouvoir justement développer encore plus sur notre région. Là, ça va être plus simple de pouvoir faire un beau truc avec Noki Noki et ensuite dire ok, je peux revendre des parts, mais fois je sais pas combien. Tu vois? Et c'est une belle strate de leur part. Je pense que beaucoup de leurs concurrents, de ceux qui ont investi, se disent que ok, au moins sur Noki Noki maintenant ils ont lead. Donc même si demain il y a d'autres investisseurs qui se mettent avec eux, bah ça sera toujours eux qui seront en tête et c'est ce qu'ils voulaient, je pense. Parce que dans les autres, bah ils se disaient bon ok, au moins en fait moi c'est comme ça que j'ai pensé. Ils sont arrivés, ils ont dit là on a trouvé une petite pépite. On est les premiers. On va pas faire l'erreur qu'on a fait. Avec les autres. On veut être nous-mêmes. Tu veux pas partager. Exactement. On partagera quand, par exemple, qui sera à tel niveau, tel niveau. Ouais. Mais moi, tant que j'arrive quand même à rester assez, en fait, à être maître un peu, à garder ma vision sur ce que je dois faire et où je dois aller, ça me permet moi de pouvoir me développer. Non, mais de toute façon. Comme tu as dit, cet argent-là qui arrive, 3 millions, c'est beaucoup d'argent quand même pour l'Afrique. Et surtout l'Afrique francophone, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est nécessaire pour pouvoir exploser. Quand tu as dit 119 personnes, c'est beaucoup aussi. Exact. Sans lever des fonds, tu n'aurais pas pu le faire. Impossible. C'est ça. Parce que le truc, c'est que avant, nous, en Afrique centrale, on est beaucoup sur la rentabilité. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de nos frères et sœurs, quand ils lancent un business, après, ils se mettent à toucher un peu à tout. Pourquoi? Parce qu'il faut tout de suite générer du cash et avoir du cash pour faire avancer, sinon tu vas mourir. Ouais. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que souvent on trouve des choses qui ont un peu rien à voir. Tu rentres, tu vois un salon de coiffure, mais en même temps, c'est un cyberspace. En même temps, tu te dis, mais moi, je comprends pas de penser ça derrière. C'est parce qu'il faut à tout prix que ça génère quelque chose. Ouais. Donc, c'est difficile pour les personnes dans l'écosystème de garder une seule vision sans avoir besoin de qu'on puisse mettre du cash. Donc, c'est pour ça que nous, on était beaucoup au début sur la rentabilité. Ouais. Mais après les 8 mois, dès qu'on était passé au concours, on a eu notre premier investisseur. Et ça nous a permis de décoller encore plus. Donc, dès qu'on a décollé encore plus, après, on s'est séparés. Et c'est après qu'on se soit séparés que là... séparé de votre premier investisseur. Ouais. Il est sorti du capital. Exact. D'accord. Exact. Et moi, la question que je me pose... C'est le principe même. Bon,
des fois, les investisseurs gardent un peu, mais dès que tu arrives à un certain niveau, après, les gars... Oui, bien sûr, mais c'est comme ça qu'ils font des événements de liquidité, c'est comme ça qu'on appelle. Là, vous avez levé c'était en quelle année quand vous avez levé les 3 millions? Alors, notre premier, quelle année c'était là? 2024? Ah, c'est aussi récent que ça. Ouais, 2024, c'était il y a 3 mois ou 4 mois, on a communiqué sur la levée. Ok, oui. On a communiqué. Ils ont communiqué. Donc, on est encore au début, au final. Oui, on est encore au début, Donc, d'accord. Il y a eu quand même une observation, ils ont été avec nous nous ont observé quand même pendant 6 mois. Parce que comme on dit qu'on lève tous les 18 mois, je suis en train de me poser la question de quelle était la prochaine étape, en fait, en termes de levée, mais bon, c'est peut-être un peu tôt. Quoique, ça commençait à y penser. La levée s'est clôturée en début d'année. D'accord. Donc, là, on va rentrer dans une nouvelle année dans quelques mois. Ah oui, donc tu vas commencer à chercher des... Mais est-ce que tu brûles autant de cash, alors, finalement? La logistique brûle du cash. Ah ouais? Qu'est-ce qui fait que ça coûte autant? C'est payer les chauffeurs? Bon, c'est parce que, en fait, dans la logistique, bon, il y a tout ce qui va être chauffeur, il y a des mini-coûts. Et puis, pour garder ton capital humain, que les personnes puissent être restées, entre guillemets, accrochées pour pouvoir travailler, comme je t'ai dit, c'est le bâton, la carotte. Donc, dans notre écosystème à nous, les choses qui coûteraient moins cher, peut-être en Afrique de l'Ouest, parce que les personnes ont déjà le mindset et surtout, ils ont les ressources, bah, chez nous, ça nous coûte plus, tu vois. Donc, c'est pour ça que... Comme lesquels? Pas de former les gens. Ouais. Tu vois. Oui, j'ai vu que tu as créé une académie. Exactement. Donc, académie, parce qu'il faut former les gens. Si on veut avoir de la qualité de service, que la personne qui va venir te livrer te renverse pas tout comme ça, ou plus te dire, bon, tu mets trop de temps, laisse-nous tout aussi. Il faut que tu lui expliques, non, c'est comme ça. Surtout que c'est des choses qu'il avait pas l'habitude de faire. Tu vois, le métier de livreur, c'était, oui, c'était pas encore un métier. Exactement. Donc, en fait, quand t'es le premier, t'as tout à faire. Donc, vraiment, tu dois vraiment tout baliser. Ouais, tu dois évangéliser le marché, au final. Exactement. Donc, ça demande du cash, tu vois. Mais c'est très bien. Parce que, grâce à ça, ça va nous permettre de pouvoir, justement, comme c'est nous qui allons dynamiser l'écosystème, permettre de pouvoir nous positionner comme un acteur incontournable. C'est ça. Et donc, même si demain, tu as d'autres concurrents qui viennent parce qu'on aura déjà évangélisé et fait ce qu'il fallait, bah, ils seront obligés d'être derrière. C'est ça, parce que il y a deux éléments stratégiques qui sont intéressants. Tu as le fait ce qu'on appelle le fast second. Exact. Donc, c'est celui qui vient. Toi, tu as fait tout le travail d'évangélisation. Lui, il arrive, il y a déjà des livreurs. Et en plus, tu veux jamais satisfaire tout le monde. Donc, il y a toujours des livreurs qui vont dire, ah non, vas-y, chez Noki, c'est pas bien, je vais aller chez l'autre. Donc, lui qui vient, il a cet avantage-là. Et donc, pour éviter cet avantage-là, que quelqu'un vienne et profite de tout le travail que tu as fait, toi, il faut que tu crées des barrières à l'entrée. Exactement. Qu'est-ce que tu as identifié comme barrière à l'entrée que tu peux créer pour empêcher les gens de venir et de prendre ton marché comme ça rapidement? Bah, après, déjà, il y a une première barrière, c'est le coût, le prix. D'accord. Donc, un acteur qui vient, s'il mise directement, bon, il devra comptabiliser, ça veut dire il devra faire une projection de combien de cash, en tout cas, quand il vient, qu'il devra dépenser au brûler pour pouvoir s'imposer sur le marché, ou même avec une grosse communication, etc. Mais si toi, tu es là sur le marché depuis un certain temps, donc tu arrives à générer une certaine trésorerie, donc toi, tu peux te permettre de rester pendant tant de temps à un coût plus bas, tu vois. Et donc, eux, ça va être compliqué de pouvoir suivre à ce coût plus bas. Bien sûr. Donc, il y a déjà ça. C'est un peu le modèle que Yango fait. Ouais. Tu vois. Mais ça demande du cash. Tu vois. Yango, quand il rentre sur un marché, les courses, ça pouvait être à, je sais pas, 2000, 3000 francs. Lui, il vient et dit, mes courses, moi, elles sont à 1000 francs. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, Yango, c'est le Uber africain. Oui, c'est le Uber africain. Qui est tenu par les Russes. Exactement ça, ouais. Ça a vraiment été un boom en Côte d'Ivoire. C'est l'Ivoirien, tout le monde connaît. Ouais. Mais c'est un peu partout en Afrique. C'est ça. Il vient, et puis après un certain temps, dès qu'ils se sont un peu imposés, bah, là, ils reprennent les prix. Ouais. Voilà, exactement. Ça veut dire ça veut dire déjà, que t'es obligé de lever des fonds. Dès que ton concurrent, s'il a pas levé de fonds, il aura du mal à suivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, est-ce que vous êtes rentable, là, aujourd'hui? Alors, on est au seuil. C'est-à-dire que, comment ça s'est passé? On était dans la rentabilité, on a eu la levée, on a grossi, et donc on a grossi et maintenant on a stabilisé. À peine là, en quelques mois, parce qu'on s'est déployé, etc. On a stabilisé, pouvoir être à l'équilibre. On est vraiment au just. D'accord. Parce que j'essaie toujours d'essayer de regarder mes indicatifs pour pas être trop en bas de ce que... Pourquoi? Parce que, imaginons le pire, demain, t'as plus d'entrée de cash, tu meurs. Ah, tu meurs. Tu vois. Alors que si t'es au seuil
T'as plus d'entrée de cash, tu peux éventuellement te dire, OK, je coupe dans mes frais dans ça. Comme ça, je peux dégager quand même et continuer à respirer pour au moins avancer, tu vois. Et est-ce que tes investisseurs, eux, ils t'encouragent pas à brûler du cash? Parce que pour eux, ils disent on est là pour cramer et dépasser tout le monde. L'investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est de la croissance. Ouais. Il faut qu'il y ait de la croissance. C'est-à-dire que si tu faisais, je sais pas, l'équivalent de 50 000 livraisons le mois X, il faut que le mois suivant, tu sois au moins 60, 70 000, tu vois. Et tu vas le dire, oui, mais comment je fais ça? Embauche plus, fais plus. De com, plus de... Exactement. Donc, oui, il te pousse, mais bon, notre écosystème, comme je le disais, par rapport aux autres, ils peuvent pas venir et dire, tu sais, il y a ce côté un peu de, on connaît pas. Tu vois. Donc les marchés dans lesquels qu'ils ont travaillé, c'est des marchés qu'ils connaissaient. Ouais. Et que la plupart connaissaient. Donc ça veut dire qu'ils ont des références et ils peuvent te dire bon non, c'est bon, écoute, nous on est des investisseurs, on connaît déjà un peu. Mais là ils sont venus investir dans un endroit où ils ont pas pied. Ils ont pas eu d'autres investissements dans ce secteur-là, dans ces zones-là. Ils ont pas des références pour pouvoir dire oui, mais un tel avait fait ça ici il y a quelques années, un peu comme ce qu'on parle d'un PAPS ou tu vois. Donc il y a des choses il y a des concurrents, on peut voir. Donc, ce qui fait que quand tu vas leur conseiller certaines choses, ils vont quand même être, OK, on te laisse aux commandes, guide, nous on voit, mais il faut quand même qu'on puisse distinguer cette croissance sur au moins une période de 6 mois ou 3 mois. Mais, pour être honnête, on croit. Ouais, il y a encore de la croissance. C'est incroyable. Malgré ça, il y a des concurrents qui naissent sur le marché. Mais bon, il y a du boulot à faire, tu vois. Mais, Yango, ils peuvent pas faire la même chose que vous? Yango le fait, en fait. Yango, ils ont Yango Daily, etc. Ouais, c'est ça. Ils ont mis Yango le truc. Non, Yango le fait. Mais Yango, déjà, ils aiment les gros marchés. Et ils étaient venus au Congo et ils ont fermé. Ils ont vu que c'est trop petit. Non, c'est même pas que c'est trop petit, c'est que l'écosystème, il leur a pas permis de se développer comme il fallait. D'accord. Ça veut dire que ils ont pas eu les mêmes facilités peut-être que ailleurs, tu vois. Ce qui fait qu'ils ont dû fermer. D'accord. Mais ils vont sûrement revenir. Mais bon, moi, la concurrence, c'est bien. Tu vois. Non, c'est sûr. Et puis, si un acteur comme Yango revient sur le marché, comme je disais, ce que j'expliquais tout à l'heure, moi, je me considère comme le petit guide du village. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que je suis sur mon terrain. Ah, oui. Je suis sur mon terrain. Moi, je sais où il y a les pièges, où il faut sauter. Voilà. Donc, c'est très bien, mais, et puis, c'est pas une mince affaire. On en parlait même hier à l'ambassade de la République démocratique du Congo, que notre écosystème, il est spécial. Tu vois? Parce que moi, je travaille aussi en RDC, à Kinshasa. Et c'est pas, c'est intéressant. T'as envie d'y aller, mais c'est pas aussi simple que ça. Tu parles de Kin? Ouais. Ouais, mais Kin, c'est le bordel. C'est pas aussi simple que ça. En tout cas, tous les retours que j'ai de Kin, je suis pas allé encore, mais on sent qu'en fait, il y a tellement de monde, très peu d'infrastructures, que pour pouvoir dominer ce marché-là, faut se lever tôt, quoi. Et donc, c'est ça. Et c'est ce que maintenant, en fait, là, les investisseurs, les fonds d'investissement, ils ont envie parce que c'est des endroits, justement, que tu auras ta plus grande croissance. Parce que, justement, vu que personne n'arrive à le faire. Ouais. S'il y a quelques-uns qui arrivent à le faire, il faut partir de ces quelques-uns, tu vois. Donc moi, ma réflexion, elle est plus posée comme ça. Voilà pourquoi je me dis pas que, oui, non, il y aura pas de difficulté, ou que je me repose sur mes acquis. Mais je me dis que j'ai une chance, en fait, une petite fenêtre. Il faut que je la garde ouverte pour pouvoir justement ne pas avoir le vent en poupe. Donc et c'est cette fenêtre-là, c'est de vraiment toujours être à l'affût et de comprendre et connaître mes clients, tu vois. Ma base, moi, c'est le client est roi. Et ça, c'est une réalité. Mais comment tu fais donc maintenant? Parce que c'était facile au début quand tu te lances. Quand tu étais salarié, tu parlais avec ton chauffeur. Enfin, voilà. Maintenant, avec 120 salariés, ton métier, c'est de gérer 120 salariés. Ouais, non, mais t'es un peu coupé de la base, peut-être, non? On est beaucoup sur du management aujourd'hui, et on est beaucoup dans du leads. Ouais. On oriente, mais la base de la satisfaction client, je la demande toujours. Ça veut dire que je sais toujours mes indicateurs. J'ai mis en place dans ma structure de telle sorte à pouvoir toujours savoir qu'est-ce que le client dit, vers où on est, tu vois. Et puis j'ai une manie, c'est que je tourne tout le temps. Ouais. Tu pourrais prendre ton scooter toi aussi et faire une livraison. Je pourrais le faire. Ouais. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ouais. Quand j'étais à Paris ici, j'avais un X-Mass. C'est pas quelque chose qui me dérange. Ouais.
Les Parisiens, on a cette mentalité-là, tu vois. On peut aller sur une moto, etc. Mais je tourne, tu vois. Je vois mes clients, j'essaie de savoir ce qui va pas. J'entends les retours, ce qui fait que si je vois ce que j'entends, ce que j'ai comme retour n'est pas réel par rapport à ce que j'ai sur mes indicateurs et mes papiers, là je dis que quelqu'un est en train de biaiser le truc, tu vois, ou quelqu'un ne fait pas son travail. Donc à ce moment-là, je retape dans la fourmilière pour dire, écoutez, là, moi, je suis pas d'accord sur ça, parce que j'ai des retours par rapport à ci ou ça. Et donc c'est important, très important, parce que si tu ne fais pas ça, bah t'as quelqu'un qui va venir derrière et qui va prendre tes clients. Et en fait, il va proposer un meilleur service parce que il sera plus à l'écoute du client, etc. Et ça fait partie du jeu. Donc moi, c'est pour ça que la veille concurrentielle et le fait de pouvoir toujours être à l'affût de ses clients, c'est important. Et je vais sur le terrain. C'est-à-dire que je reste pas de me dire, je vais rester que non, je vais sur le terrain, je vais dans nos différents partenaires, je vais voir les boutiques, j'appelle, je parle avec eux. Ils ont mon numéro. Il y en a certains, ils ont mon numéro. Ok. Ils m'appellent pas, mais ils ont mon numéro. Mais exactement. Ça veut dire que ils se permettent, même des fois quand je viens, je me pose et je leur dis, mais alors, ça va, ça se passe bien, et qu'ils ont des réticences. Je vois des fois même ils sont hésitants. Oui, mais je suis en train de gérer avec X. Et moi, je leur dis, non, tu peux dire, il faut qu'on parle. Et je pense que d'un côté, ça les rassure. De voir que je suis sur le côté de savoir est-ce que le service, il est bien fourni, est-ce que les choses se passent correctement. Tu vois, mon ambition, elle est grande, mais c'est pas de vouloir aller tout en haut en n'importe comment, bah oui. Moi, je dis bien que en tant que africain et que panafricain, même de personnes de la diaspora, il faut qu'on soit excellent. Notre problématique aujourd'hui, on dit que non, mais entre nous-mêmes on soutient pas. Mais est-ce que t'es excellent dans ce que tu fais? Tu veux qu'on soutienne, mais si t'es pas excellent dans ce que tu fais, on peut pas te soutenir. Tout à fait. D'accord? C'est pas une histoire de c'est pas toi, c'est que t'es pas le meilleur dans ce que tu fais. Ou tu ne cherches pas à toujours perfectionner ce que tu fais. Si tu cherches à être excellent et à faire ce que tu fais de la meilleure des manières, tu auras toujours des personnes qui vont venir. Tout à fait. C'est parce qu'en fait, les gens, l'humain, je pense, souhaite être valorisé. Parce qu'au final, chacun s'intéresse à lui-même, tu vois. Donc, chacun souhaite être valorisé, cherche à être valorisé. Et pour être valorisé, faut que tu sois avec des gens qui soient valables. Exactement. Si t'es quelqu'un qui est pas valable, bah finalement toi t'es pas valorisé et il va rien se passer et personne va t'aider. Et ça passe par des petites choses, hein, mais la qualité d'exécution, mais tout le monde dit pour autant que c'est plus difficile de le faire en Afrique. Que tu vois, tout le monde se plaint la qualité de service en Afrique. Je suis le premier à le dire. C'est la réalité. D'accord. Avant, je pouvais le parler de l'extérieur, oui, et tout ça, mais en étant en intérieur, il y a des fois, j'ai des retours. C'est vrai, je le prends sur moi, mais c'est parce que c'est mes ressources. D'où pourquoi j'ai créé l'académie. Tu vois. Et je travaille en partenariat avec l'État, le ministère de l'enseignement supérieur, ministère des Sports, de l'enseignement et de la formation qualifiante. Pour pouvoir justement donner du travail aux gens, mais du travail à des personnes qualifiées. Ces personnes sont formées et vont aller travailler par rapport à leurs différents secteurs. Que tu sois au call center, c'est bon. Que tu sois un livreur, c'est bon. Que tu sois même dans la logistique. Tu vois, des cours donnés par certaines personnes, même par des tamsirs, etc. Pour pouvoir former ces personnes-là au métier, au nouveau métier. Pour que justement, on puisse avoir à chaque endroit des personnes qualifiantes. Et pour pouvoir justement avoir ce transfert de compétences, ce que je fais, c'est que je regarde des personnes qui travaillent, des Congolais qui sont à l'étranger. J'en ai 2, déjà, ou 3 maintenant. Sénégal, il y en a un qui, je l'ai pris, il était à Jumia. Oui. C'est le game. Il était à Jumia pendant, je sais pas, peut-être, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Et je lui ai dit, non, mais il faut que tu rentres parce que on est en train de faire ça, tu vois. Et les gars disent, mais j'ai mes conditions, ici, tout ça. Je le parle, mais je lui parle aussi de la vision. Tu vois. Et je lui parle de la vision en lui disant, OK, là, c'est une histoire qu'on est en train de créer. D'accord? On est les premiers de faire quelque chose. Loupe pas le train. Parce que ce que tu vas faire, tu vas travailler, tu vas te donner, mais tu vas te donner dans quelque chose qui va rester, qui va perdurer, ça doit avoir une référence. Je leur dis, c'est vrai que Steve Jobs n'est plus, mais qui ne connaît pas Apple. Voilà. Donc toutes les personnes même qui ont participé de près ou de loin, on parle de Steve Wozniak, de plein d'autres, tu vois, ils ont marqué leur époque. Ça veut dire que eux, quand même, ils font une conférence juste parce qu'ils disent j'ai été à Apple au début, les gens disent totalement. Tu vois. Donc c'est ce côté-là. Et donc quand les personnes y rentrent, ils se mettent à travailler et ils transfèrent. Parce que moi je leur dis écoutez, l'objectif c'est pas de venir de dire écoutez, moi je connais mieux que vous, non. C'est l'objectif de prendre au moins 3 ou 4 personnes, les apprendre correctement comment faire. Et même si demain, imaginons que ces personnes partent et ça devienne des concurrents. OK. Mais en vrai, ça va dynamiser réellement ton écosystème.
Et je pense que c'est ce qu'ils ont eu au Sénégal. Et à force de dynamisme, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as eu des Paps, t'as eu des Tamsir, t'as eu je crois, il y a Wolf, t'as eu des... Ouais, il y en a plein. Ouais. Il y en a une autre aussi, j'ai oublié le nom. Ouais, les mecs de la diaspora qui sont partis aussi. Ça, ouais. Voilà, il y en a plusieurs. Et mais maintenant, sauf que ce qu'ils font, c'est génial. J'en vois de certains qui se sont connectés avec Amazon, qui commencent à faire des contrats directement avec Amazon pour faire du delivery sur l'Afrique de l'Ouest. Mais même en cas, c'est des exemples, tu vois. Donc ça veut dire que le fait de rentrer et de faire du transfert de compétences, même si tu as des concurrents, ça développe réellement notre économie et notre écosystème. Et même si c'est toi qui perds, ok, t'as perdu, c'est comme je dis qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais au moins, il y en a bien un qui va s'en sortir. Et donc, quand il y en a un qui va s'en sortir, voilà, ainsi de suite. Et demain, on pourra avoir, dans ce classement, des réels milliardaires qui viennent de l'Afrique, tu vois, de l'Afrique centrale. Ouais, totalement. Non, c'est vraiment intéressant et j'espère que vous allez arriver au bout. Moi, j'aime bien cette création d'un écosystème où tu collabores avec les autres, parce que on est des trop petits pays. Exact. Et si on veut pouvoir concurrencer véritablement les autres, exact. Il faut qu'on s'appuie sur des écosystèmes qui soient grands. Et je savais pas comment vous allez réussir à le faire concrètement, ça. Après, c'est dans le business, si tu as une réelle vision, il n'y a pas d'ego. Ouais. Il n'y a pas d'ego. Je dis toujours, il y a un exemple simple. D'accord? Steve Jobs l'avait compris. Même s'il a mis un peu de temps. Il y a eu Steve Jobs, il y a Microsoft. Ouais. Mais bon, Microsoft a investi l'équivalent de 150 millions de dollars dans Apple. Aujourd'hui, est-ce que Apple est mort? Non. Est-ce que Microsoft est mort? Non. Les deux, ils sont sur le panel. D'accord? Et tous ensemble, ils ont ce qu'on appelle le race of power. Donc tu vois, t'as déjà Amazon et ils investissent tous les uns et les autres. Tu vois, dans Apple, tu vois, il y a Warren Buffett et c'est de ça qu'on parle, tu vois. C'est de réellement s'apporter entre nous, tu vois, de se dire ok, même si t'es dans tel secteur, peut-être moi je le fais là-bas, mais moi je prends des parts chez toi pour pouvoir t'aider à grandir plus sur ton marché, etc. Tant que on garde notre certaine maîtrise, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde, mais il faut tuer l'ego. C'est ce que je dis.